De reprendre le fil de nos réflexions de la journée après une première partie de matinée et on remercie à nouveau Bertrand de son intervention qui nous a, je dirais à la fois, et c'est ce qu'on a pu entendre au moment de la pause, un petit peu secoué, chacun dans nos convictions, dans nos visions, dans nos habitudes. Et puis qui est venu nous interpeller sur ce qu'on pourrait qualifier presque d'un idéal de l'accompagnement de chacun. Et ça va vous paraître paradoxal, ou en tout cas, c'est nous confronter à la réalité que de constater que le quotidien des associations, des professionnels des associations, des gouvernances des associations, c'est de composer ou de concilier ce qui relève encore une fois d'un idéal de l'accompagnement social et ce qui relève d'un cadre réglementaire, normatif de l'action sociale et médico-sociale. Et finalement, aujourd'hui, on va faire des allers-retours entre ces deux éléments. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec vous, Olivier Poinceau. Vous êtes juriste spécialisé dans le droit de l'action sociale, médico-sociale. Vous êtes un observateur avisé de ce qui se passe dans notre secteur, avec toujours cette ambition, à travers une lecture juridique, d'avoir une analyse un petit peu plus globale. Et ce qui nous paraissait intéressant ce matin, c'est de mettre en regard finalement les réflexions que nous venons d'avoir, en particulier sur la question de la place des personnes, sur la question de la participation, sur la question du pouvoir d'agir, avec ce qu'est le cadre réglementaire. Et en 2022, je vais enfoncer une porte ouverte, on est 20 ans après la loi 2002 qui vient aussi encadrer ces éléments. Et ce qui est particulièrement intéressant, ou en tout cas ce qu'on va pouvoir évoquer, c'est de regarder finalement comment est-ce que toute cette approche de la loi 2002, les outils qu'elle a mis en place, viennent servir cet idéal. Peut-être de porter aussi un regard critique en se posant la question de savoir si on n'est pas dans une application qui est parfois un peu technocratique ou technique, qui s'éloigne de l'ambition ou de l'esprit. Et puis, après les 20 ans, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce colloque, se projeter dans les années à venir aussi, et puis du coup de voir avec vous un peu un petit panorama des évolutions qui sont en cours, toujours dans le cadre juridique pour l'action sociale et médico-sociale. Olivier, nous sommes ravis de vous écouter. Merci. Merci Ahmed pour ce temps de présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien sûr très sincèrement et très chaleureusement l'association Trait d'Union pour cette invitation à son centenaire. Dieu sait que c'est important et je pense qu'ici je peux dire avec facilité, avec grande facilité, monsieur le directeur général, que 100 ans, c'est très long. Voilà, cette blague introductive de très mauvais goût est en fait. Je vais prendre moi aussi, comme Bertrand tout à l'heure, que je remercie au passage de l'excellence et du caractère extrêmement brillant de son intervention, qui m'ont apporté beaucoup et qui vont me servir d'ailleurs aussi. Donc 2 minutes pour vous dire d'où je parle. Je suis juriste de formation. J'ai débuté ma vie professionnelle en étant pendant 10 ans directeur juridique d'une association gestionnaire PHPA, plus PH que PA d'ailleurs, à Toulouse, d'une centaine d'établissements. Ce qui m'a conduit à conseiller le management au quotidien, à assurer la veille juridique, à traiter les questions administratives et contentieuses, mais aussi à faire de l'intérim de direction d'établissement, à concevoir et à mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne associatif, à participer aussi à la démarche qualité associative en étant référent qualité du siège dans une perspective de certif ISO 9001 des process support du siège pour les établissements, à faire beaucoup d'audits également d'établissements. Donc j'ai l'intérêt de cette première partie de ma vie professionnelle, outre le fait que j'ai chopé le virus du médico-social, ça a été de découvrir le cadre juridique, de m'y former, mais aussi de découvrir les métiers, de découvrir les publics et de découvrir on va dire, l'utilité sociale et d'abord humaine des interventions. Dans une deuxième partie de ma vie professionnelle, je suis devenu avocat pour apporter ma compétence spécifique sur le livre 3 du Code de l'action sociale et des familles à des organismes gestionnaires, à des établissements dans toute la France, ce qui est extrêmement intéressant. Ça m'a donné l'occasion de beaucoup me déplacer, de rencontrer des professionnels, mais aussi de réfléchir, de publier, d'enseigner.
Ce qui m'a un peu fatigué, donc j'ai dû m'interrompre pour des raisons de santé pendant quelques temps avant de revenir dans le secteur, cette fois-ci comme juriste salarié et non plus comme avocat libéral, dans un cabinet spécialisé qui depuis 20 ans, depuis 2002, ne fait que du conseil aux établissements et aux organismes gestionnaires. Donc voilà un peu le regard que je peux avoir sur le secteur, 25 ans d'activité, j'avais 30 ans en 2002. Donc voilà, c'est une époque qui maintenant est très engagée, très installée, c'est la loi de 2002. J'ai eu la chance de connaître celle d'avant aussi, ce qui va peut-être au moins implicitement expliquer certains de mes propos de ce matin. Alors, dans le fond et la forme vont trancher assez radicalement avec les propos précédents, bien que je préfère moi aussi faire de l'animation debout sur scène que d'être à un pupitre derrière un ordinateur, mais là, l'exercice qu'on me demande est un exercice de synthèse extrêmement important qui m'amène à devoir consulter mes notes en permanence. Donc je ne peux malheureusement pas faire ce que Bertrand a fait avec talent tout à l'heure. Et puis l'autre différence fondamentale, qui est une différence de fond en revanche, c'est que le propos précédent était un propos qui questionnait le regard que l'on peut porter sur l'éthique des interventions, l'éthique du travail social, dans une perspective qui est une perspective de tension vers un idéal. C'est pour ça que c'était intéressant aussi. Et moi, malheureusement, je n'ai pas la même perspective. Non pas que je n'aime pas les idéaux et l'amélioration des interventions au profit de personnes pour qu'elles adoptent davantage le pouvoir d'agir. Moi, je vais vous parler de politique sociale ce matin. Parce que, en fait, ce qui m'intéresse depuis 25 ans que je fais ce métier, c'est pas tellement d'exercer techniquement le droit de l'action sociale, même si c'est intéressant pour un juriste en tout cas, en termes de jeu intellectuel. Mais ce qui est super intéressant dans ce que je fais en fait depuis 25 ans, c'est d'être à travers la compréhension des textes en situation de pouvoir analyser, de comprendre et peut-être même de faire un peu de prospective sur les politiques sociales. Mais donc ce matin, je viens me livrer devant vous à cet exercice, on va dire dans le prisme particulier qui est celui de la participation et de la place des personnes accueillies ou accompagnées dans les établissements des services sociaux et médico-sociaux, avec effectivement, vous le verrez sans doute, un propos parfois assez critique, et en me proposant de suivre le cheminement suivant, en vous proposant de suivre le cheminement suivant, qui est au départ, à travers une sorte de propos introductif, faire quelques rappels, notamment historiques, indiquer quel est le contexte actuel de l'évolution des politiques sociales, quels sont ses déterminants, avant de problématiser en fait la question de la participation, d'essayer. Et puis ensuite, comme les juristes aiment bien le faire, vous savez, avec des plans en deux parties et de sous-parties, ça c'est notre handicap intellectuel, notre déformation professionnelle, vous parlez de ce qu'est aujourd'hui, on va dire en gros l'état du droit sur la question de la participation. Et ensuite, et dans une deuxième partie, vous parlez un petit peu des perspectives d'évolution et des heures, et des malheurs aussi peut-être, qu'il faut peut-être redouter de ces évolutions. Je vais en tout cas essayer de le faire avec quelque chose qui me paraît extrêmement important, que j'ai appris à appréhender notamment à l'occasion des problèmes de santé qui m'ont obligé à m'interrompre et qui rejoignent le propos de Bertrand. Je vais le faire dans la joie, parce que vivre, c'est joyeux. Et il faut donc croquer cette joie et l'accueillir là où elle se présente. Et donc c'est avec joie que je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pour ce qui est d'abord donc, de ce propos introductif, quelques rappels de nature historique, comme je vous le disais. Il faut rappeler brièvement. Alors, on est bien sûr aujourd'hui au 20e anniversaire de la loi de 2002. Donc il faut redire quelques mots du contexte qui a généré, qui a entouré l'apparition de la loi de 2002. Il faut se rappeler qu'en 2001, on a un contexte médiatique très fort qui s'intéresse aux questions de maltraitance. On est en plein dans l'histoire des disparus de Lyon. Ce qui joue bien sûr évidemment fortement sur l'état d'esprit des parlementaires et de l'opinion publique. On est bien sûr à l'échéance d'un processus qui aura duré 5 ou 6 ans au moins, qui est un processus de concertation en amont sur ce qu'on a appelé la réforme de la loi sociale de 1975, à travers lequel est apparue une idée importante et qui est une idée qui rejoint celles qui ont déjà été exprimées ce matin, pour ce qui est de l'empowerment, comme on dit, c'est-à-dire l'abandon de la logique institutionnelle au profit d'une logique de réponse aux besoins des personnes.
D'un mot, hein, en 75, on est dans une situation où en gros il n'y a pas de politique publique, quasiment pas, elle est très sectorielle, elle est très cloisonnée. Il y a un truc pour les maisons de retraite, il y a un truc pour les établissements handicapés, avec des dispositifs juridiques différents, il n'y a pas d'unité du tout, et puis on se dit, bah, tiens, enfin, c'est à l'époque René Lenoir qui se dit, on va faire quelque chose d'utile et d'efficace pour se doter d'une politique publique et pour se donner les moyens de la mettre en œuvre. Et donc, on articule un dispositif autour de deux principes. Un premier principe, en tout cas pour ce qui est du handicap, qui est le principe, on va dire, de reconnaissance de la situation de handicap via l'activité à l'époque des CDES et des Cotorep. Et de l'autre côté, et donc la mise en place aussi de l'AH et de premiers dispositifs d'accompagnement, enfin de mise en œuvre de droits créances au profit des personnes. Et de l'autre côté, on crée le même jour, le 30 juin 1975, l'autre dispositif qui est le dispositif des institutions sociales et médico-sociales, qui constitue en gros, dans l'esprit de l'État à l'époque, la solution, la réponse aux besoins caractérisée par le jeu de la première loi, qui est celle de la loi en gros de la labellisation, de la reconnaissance du public dans ses besoins. Et donc, 2002, de ce point de vue-là, c'est le changement de paradigme. 2002, c'est on abandonne la logique soyez handicapés, nous faisons le reste, pour entrer dans une logique. Nous allons essayer de répondre à vos besoins à travers une organisation qui est une organisation institutionnelle, mais intéressant, le glissement sémantique, institutionnel ne veut plus dire établissement, même si dans le jargon qu'on partage, quand on parle d'institution, on parle souvent d'établissement. Il faut se rappeler que depuis 2002, les institutions, ce sont les organismes gestionnaires. Les établissements ne sont plus, dans le langage juridique, des institutions. Et donc on part de ce changement de paradigme en se réappropriant la question du respect des droits des personnes accueillies ou accompagnées. Alors, dans la loi de 2002, on parle encore du terme d'usager, d'ailleurs. Le chapitre du CASF consacré aux droits des personnes s'appelle le chapitre droits des usagers. Depuis 2005, en fait, il y a un glissement sémantique que vous avez observé. Aujourd'hui, on parle plutôt de personnes accueillies ou accompagnées, même si le terme d'usager a un sens très précis du point de vue du droit administratif, lorsqu'on parle de personnes qui bénéficient d'un service public. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pourrais vous en parler si vous voulez. C'est le serpent de mer du secteur social et médico-social depuis 1975, hein, la question du service public. Cette question de la reconnaissance des droits a été rejointe ou a été reconnue par le Parlement de manière concomitante à l'entrée dans le paysage juridique d'une notion qui, au départ, était une notion de philosophie morale, qui est la notion de dignité de la personne humaine. Une notion de dignité qui a toujours existé en philosophie, depuis la philosophie grecque, qui a connu quelques passages un peu importants ou émouvants, j'allais dire, avec Kant et d'autres, mais qui était restée une notion de philosophie morale jusqu'au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui, pour sanctionner les monstruosités qui ont été commises, font appel à cette notion pour en faire un outil juridique dans une perspective, dans une logique qui est celle de la condamnation juridique d'actes moralement répréhensibles comme ayant porté atteinte à des personnes du simple fait qu'elles étaient humaines. Ce sont les notions de crime contre l'humanité, de génocide, qui n'ont pu être sanctionnées que par la rédaction du statut du tribunal de Nuremberg. Et la rédaction de ce statut du tribunal de Nuremberg nécessitait qu'on puisse déterminer des infractions pour poursuivre les gens, les criminels de guerre. Et comme il n'y avait pas de texte, il a fallu en inventer. Et donc, comme il fallait trouver un fondement juridique, on a dit, tiens, la dignité de la personne humaine, c'est-à-dire le fait qu'on doive respecter un individu en tant qu'il fait partie de la famille humaine, eh bien, on va prendre cette notion-là pour en faire un concept juridique. Mais cette notion, ensuite, a traversé le droit international public à travers la charte constitutive de l'ONU, à travers le pacte des droits civils et politiques, à travers la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et puis a été prise en compte par la jurisprudence française, aussi bien du juge judiciaire que du juge administratif. Et donc, on est à la toute fin des années 90, au premier moment où la notion de dignité en tant que concept juridique entre dans des textes de loi. La toute première fois, sauf erreur de ma part, c'est la loi de 97 ou 98, je crois, sur l'exclusion, où l'article 1er de la loi
consacre l'impérieuse obligation de la société de garantir le respect de la dignité des personnes. Et en 2002, on a 2 lois qui vont se suivre dans des secteurs cousins, médico-social et sanitaire. Celle du 2 janvier qui consacre la dignité de la personne accueillie ou accompagnée, et celle du 4 mars 2002, la fameuse loi Kouchner, qui consacre, d'un point de vue juridique, la dignité du patient. Donc voilà, contexte de maltraitance, réflexion sur le changement de paradigme dans le cadre du travail sur la réforme de la loi sociale, apparition de la notion juridique de dignité. Et tout cela va donner lieu donc à la rédaction des textes que vous connaissez, notamment les articles L311.3 et suivants, et D311.0 et suivants du CASF, en reposant sur une idée qui est une idée très ambivalente. L'idée, c'est la suivante. Pour garantir le respect des droits des personnes, il faut les instituer, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire les mettre debout. Et pour les instituer, il faut leur reconnaître une situation, une position, on va dire, d'équivalence, d'efficacité ou de pouvoir juridique à l'égard des organismes gestionnaires. Et donc, c'est là qu'on recourt à une idée qui est l'idée du contrat de séjour. L'idée du contrat de séjour, c'est d'abord l'idée d'un contrat. Et chez les juristes, effectivement, le contrat renvoie à l'idée de ce qu'on appelle le consensualisme, c'est-à-dire la capacité pour 2 personnes en vis-à-vis d'être en interrelation et d'échanger leur consentement pour produire de la norme. Le contenu du contrat, c'est la loi des parties. Donc, dès l'instant qu'on dit la personne accueillie et l'organisme gestionnaire passent un contrat, ça veut dire que d'un point de vue idéologique, dans l'idéologie des juristes et dans l'idéologie du droit des contrats, on situe les individus dans un niveau d'égalité des droits et des prérogatives. Ça, on a tout de suite compris, avant même que la loi sorte, que ça allait être compliqué. Parce que compte tenu des situations rencontrées par les personnes, compte tenu parfois des limitations de leurs aptitudes, de leurs habiletés, notamment dans le domaine cognitif, les professionnels ont dit le contrat, c'est pas évident. Et quand on lit le peu de doctrine juridique sur la question du contrat de séjour, alors qui est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais je ne suis pas le seul, d'autres l'ont fait aussi, une bonne partie de la doctrine juridique antérieure à l'analyse que j'ai proposée, sans prétention, avait tendance à considérer que c'était une forme d'intention louable qu'il fallait reconnaître dans le fait qu'on ait inventé un contrat de séjour, mais qu'en fait, ce n'était pas vraiment un contrat, parce que de toute manière, ça ne pouvait pas factuellement être vraiment un contrat. Et je suis d'accord avec l'idée que ce n'est pas forcément concrètement possible de faire vivre un contrat dans la situation de déséquilibre qui existe entre les travailleurs sociaux et les personnes accueillies ou accompagnées. Je y reviendrai parce que c'est un sujet qui est important sur le plan juridique quand on parle de participation. Il y avait autre chose que je voulais vous dire dans l'introduction sur les rappels historiques, et le mot a été prononcé une fois, je crois, par Bertrand, une fois seulement, je veux dire, moi j'aurais tendance à avoir envie de le prononcer plus souvent, c'est le terme de néolibéralisme. Parce que la loi de 2002, c'est une loi qui, à maints égards, présente énormément d'ambivalence. Ambivalence, quel que soit le domaine, qu'on parle d'autorisation, de planification, de droit des personnes, même de tarification, enfin d'inspection, on va trouver à chaque fois un revers et un avers à chaque médaille. D'un côté, je prends l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui des droits des personnes. On a un dispositif qui se met en place avec un certain nombre d'outils, qui sont des outils conçus pour promouvoir la bientraitance et lutter contre la maltraitance. L'article L311.3 commence par ça. Il dit afin de lutter contre la maltraitance, un certain nombre de dispositifs sont institués. Et là, on parle du règlement de fonctionnement, du contrat de séjour, du livret d'accueil, des CVS, voilà, tout l'ensemble de ce qu'on appelle des outils de loi de 2002 dans le jargon du secteur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi un revers à cette médaille, et notamment quand on parle du contrat de séjour. Parce que qui dit contrat dit considération de la personne accueillie ou accompagnée comme un co-contractant. Jusque-là, c'est une palissade, tout le monde arrive à suivre. Co-contractant, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il achète une prestation.
On pourrait parler de la question notamment du paiement du prix de la prestation par la personne concernée ou pas. Ça ne remet pas en cause nécessairement l'analyse à la fois idéologique et juridique, technique de la question du prix. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait auparavant des usagers, même si le terme n'est pas joli, qui étaient des personnes qui bénéficiaient d'un service d'intérêt général et qu'on pourrait, à mon avis, qualifier carrément de service public. Et puis, on change la manière d'habiller juridiquement la relation entre les personnes accueillies ou accompagnées et les établissements et services, qui ne sont plus dépositaires d'une responsabilité d'exercer une mission d'intérêt général, même si la loi de 2002 conserve la formule d'intérêt général et d'utilité sociale dans L311.1. On a une situation dans laquelle les organismes gestionnaires deviennent des prestataires. Et on a une situation dans laquelle les personnes accueillies ou accompagnées sont bénéficiaires de prestations, donc clientes. Et elles sont clientes et même consommatrices. Je vais vous le démontrer juridiquement dans quelques instants. Ça fait le lien, je dirais, ou c'est l'expression dans le champ de l'action sociale et médico-sociale d'un changement de paradigme qui est intervenu au milieu des années 90, dans la manière de considérer le rôle de l'État, les missions de l'État et l'organisation de l'État pour organiser ses missions, pour exercer ses missions. 1994-95, le Premier ministre Alain Juppé commande un rapport, une étude, à un conseiller de la Cour des comptes qui s'appelle Jean Pic, qui constitue autour de lui une mission avec des conseillers d'État, des inspecteurs généraux des finances et des conseillers de la Cour des comptes. L'objectif de la mission étant de réinterroger ce qu'est l'État, ce à quoi il sert, quelles sont ses missions, quelles sont les manières de les exercer. Et ces éminents hauts fonctionnaires qui vont creuser le sujet en essayant de trouver le dernier état de l'art, dans un contexte idéologique qui est celui aussi du libéralisme du gouvernement de l'époque. Et je ne fais pas de politique en disant ça, je pense qu'on peut dire que à l'époque, on a un gouvernement, effectivement, qui est un gouvernement d'idéologie libérale. Eh bien, ces hauts fonctionnaires vont se tourner vers l'appareil conceptuel anglo-saxon, et essentiellement américain, sur la question de l'État, l'organisation de l'État, le fonctionnement de l'État, les missions, la manière de faire vivre l'activité de l'État. Et pour ce faire, ils vont se tourner vers le corpus intellectuel issu de l'école de Chicago, c'est-à-dire de Milton Friedman, père de la pensée néoclassique économique. Et ils vont en particulier mobiliser deux théories. La première théorie, qui est une théorie de microéconomie, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'agence, inventée par deux microéconomistes américains de l'école de Chicago, qui s'appellent Jensen et Meckling, qui publient sur le sujet pour la première fois en 1976. Et alors, eux, leur truc, ce sont des microéconomistes, donc ils s'intéressent à la vie des entreprises. Et leur dada, leur sujet d'étude, c'est de comprendre les relations entre l'actionnariat et les managers des entreprises. En gros, c'est entre la gouvernance et la dirigeance de l'entreprise. Et observant ce fonctionnement des entreprises américaines sous leurs yeux, ils constatent qu'il y a un problème. C'est le problème de l'agence. Et ce problème de l'agence, il est caractérisé en fait par deux difficultés dans la relation entre la gouvernance et la dirigeance. La première difficulté, c'est qu'il y a une asymétrie d'information. La gouvernance est informée de manière périodique d'informations sélectionnées par le management, donc par le directeur général, ou par le manager. Et donc l'information est ponctuelle ou périodique, donc elle n'est pas permanente, elle est sélectionnée. Et donc, si on part de l'idée que celui qui a l'information a le pouvoir, on se dit c'est le DG, le patron en fait. C'est pas le président du conseil d'administration, ce ne sont pas les actionnaires. Deuxième difficulté, c'est la divergence d'intérêts. Parce que dans une entreprise capitalistique, les actionnaires ont pour intérêt la maximisation des dividendes, alors que du point de vue du manager de l'entreprise, on va dire globalement, l'objectif c'est le développement du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le développement de l'activité, au regard des parts de marché qu'il faut prendre aux autres. Et donc il y a là un comportement potentiellement contraire du manager aux intérêts des actionnaires. Voilà donc posé le problème de l'agence. Asymétrie d'information et divergence d'intérêts.
Dans le raisonnement sur la théorie de l'agence, Jensen et Meckling vont d'ailleurs appeler du coup les actionnaires le principal et le manager, on l'appellera l'agent. Donc la théorie de l'agence vise à régler les problèmes d'asymétrie d'information et de divergence d'intérêts qui existent entre le principal et l'agent. Jensen et Meckling, qui sont des chercheurs, mais donc aussi parfois des trouveurs, disent on a la solution pour régler le problème de l'agence. Cette solution va passer par un contrat. On va créer une relation contractuelle, donc dans une perspective libérale au sens du libéralisme politique et juridique. On va créer une relation contractuelle entre le principal et l'agent. Et ce contrat aura pour objectif de s'assurer que l'agent va bien faire ce qu'attend de lui le principal. Ce contrat va donc contenir 3 volets. Je suis sûr que ces volets ne peuvent pas vous traverser l'esprit, vous n'en avez jamais entendu parler. Le premier volet va porter sur les objectifs. Les objectifs de l'activité, les objectifs assignés par le principal à l'agent. Le deuxième, parce qu'il est lié au premier par le principe de réalité, c'est qu'on va instituer une corrélation entre les moyens assignés à l'activité et les objectifs. Et le troisième volet du contrat, puisque finalement, si on fait rien de particulier, le DG va continuer à grenouiller et à faire ce qu'il veut sans qu'on le sache, et sans qu'on puisse l'en empêcher, eh bien, on va instituer un ensemble de dispositifs de contrôle de l'activité de l'agent par le principal. Et c'est là qu'apparaissent dans les sciences de gestion, apparaît dans une nouvelle matière dans le domaine des sciences de gestion, qui est le domaine du contrôle interne. Et qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises, et notamment les grandes entreprises, se matérialiser par la présence de comités d'audit ou de structures d'audit interne qui sont rattachées directement au conseil d'administration et qui surveillent l'activité de la dirigeance. On voit ça dans les banques, on voit ça dans tout un tas d'entreprises. Voilà, le contrat d'objectifs et de moyens, mesdames et messieurs, c'est la théorie de l'agence 1976, Jensen et Meckling. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée a été prolongée dans le domaine de ce qu'on appelle la science administrative. La science administrative, c'est la matière qu'on range en général dans les facs de droit, dans le domaine du droit public, qui est l'étude de la manière de concevoir les missions et l'organisation des institutions publiques et administratives. C'est l'étude de l'action publique, si vous voulez. Eh bien, il se trouve qu'à la fac de Chicago, il y a un labo en sciences politiques, un labo de sciences administratives, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle James McGill Buchanan, qui est quand même économiste de formation, prix Nobel, et qui a été thésard de Milton Friedman. Et avec d'autres enseignants-chercheurs de ce labo, ils conçoivent une théorie qu'on va appeler la théorie du choix public. Qu'est-ce que c'est que la théorie du choix public? La théorie du choix public, c'est une théorie qui part du constat que l'action publique va mal. L'action publique va mal, les responsables du service du bien commun dans l'administration sont des personnes qui en fait servent leurs intérêts propres ou les intérêts des lobbies qu'ils acceptent de servir, et donc ils ne servent pas l'intérêt commun. L'administration est une organisation humaine dont les activités, par nature, si on laisse faire les gens, sont exponentielles. Et qui dit activité exponentielle dit budget exponentiel. Or, le budget exponentiel n'existe pas. Et donc, il y a un problème de perte de maîtrise financière de l'activité. Autre difficulté, qui est managériale cette fois-ci, les agents publics qui ont un statut, parce qu'à l'époque, il existe un statut de la fonction publique aux États-Unis. Alors, il y a un statut fédéral et des statuts d'État, mais il y a quand même des règles statutaires, un petit peu analogue à ce qu'on aurait pu appeler le statut de la fonction publique chez nous, même si c'était un petit peu plus souple et moins structuré. Et donc, ce système statutaire fait que les agents publics ne sont pas motivés à servir l'intérêt commun. Et déjà, avant même de parler d'intérêt commun, ils ne sont même pas motivés pour être efficaces. On ne fait pas ce qu'il faut pour leur donner envie d'être efficaces. Donc, pour leur donner envie d'être efficaces, il va falloir changer un petit peu la manière dont on gère les RH dans l'administration américaine. Et la théorie du choix public va apporter une réponse, ou proposer un ensemble de réponses à ce diagnostic porté sur ce qu'appellent les Américains les bureaucrates. Vous savez, dans les films avec Clint Eastwood, c'est les bureaucrates. Voilà. Donc voilà, on va tordre le cou aux bureaucrates. Et pour tordre le cou aux bureaucrates, on revisite complètement la logique du fonctionnement de l'État et du service du bien commun.
Désormais, on a une nouvelle organisation très différente de la précédente, qui est celle que nous connaissons depuis 1996, et qui est la suivante. L'État, le Parlement, va choisir les politiques publiques et déterminer les objectifs stratégiques pour les politiques publiques. L'administration centrale va recevoir délégation du Parlement pour mettre en œuvre ces objectifs stratégiques par politique publique. Mais l'administration n'a pas le droit d'être opératrice. Sinon, ça poserait des problèmes de conflit d'intérêts, ça poserait des problèmes d'efficacité. Donc l'idée, c'est de dire, l'administration va être en quelque sorte le mandant, le donneur d'ordre auprès d'opérateurs. Mais il ne faut pas qu'elle les choisisse elle-même. Donc on va, entre les opérateurs et elle, instituer un niveau intermédiaire qui seront des agences. Et ces agences vont recevoir des commandes opérationnelles de la part de l'administration en tant qu'elle décline une stratégie d'État. Et pour ce faire, elles vont mettre en concurrence des opérateurs. Dans le système américain de la théorie du choix public, d'ailleurs, on a pour une politique publique donnée plusieurs agences pour que l'administration puisse mettre aussi les agences en concurrence entre elles. Et puis, donc, les agences vont sélectionner les opérateurs selon un dispositif de jeu de concurrence. Les opérateurs retenus vont ensuite délivrer des prestations qui sont des prestations d'intérêt collectif, mais qui n'ont plus grand-chose à voir dans la logique que je vous décris avec la logique de l'exercice des missions de service public à la française. Et in fine, l'ancien usager du service public tel que nous on le conçoit devient en fait un consommateur de prestations d'intérêt collectif. Et pour ce faire, il est en principe, dans la pensée américaine, en situation de pouvoir mettre en concurrence les opérateurs entre eux. Tout le dispositif, du coup, fonctionne sur la base d'un outil prépondérant qui est l'outil contractuel. Alors, sauf au niveau de l'expression des objectifs stratégiques, qui, en tout cas dans la mise en œuvre qui est chez nous en vigueur, et du domaine de la loi. Exemple typique, la loi de financement de la sécurité sociale, ou la loi de finances. Et ensuite, on a des dispositifs contractuels qui vont articuler les échelons depuis l'administration centrale jusqu'à la personne qui bénéficie des dispositifs. Les agences vont conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec l'administration centrale. On connaît ça chez nous. L'assurance maladie passe des contrats d'objectifs et de gestion. Les agences régionales de santé passent des contrats d'objectifs et de moyens, des CEPOM, avec leurs administrations de tutelle. Et puis des contrats ensuite d'objectifs et de moyens entre les agences et les opérateurs. Et ensuite un contrat de prestation de services entre l'opérateur et le bénéficiaire. Donc voilà, Jean-Pic et ses petits camarades reviennent avec ça devant le Premier ministre, rendent un rapport qui est public, qui était publié à la documentation française, alors que dans un premier temps, il y avait embargo. Balladur, à l'époque, avait dit embargo sur le rapport. Et finalement, il était tellement important qu'il n'a pas été possible de faire autrement que de publier. Donc du coup, il a été publié de manière solennelle à la documentation française, et vous le trouverez en ligne si vous le cherchez très simplement. Il remontera très simplement sur Google ou sur un autre moteur. Lilo, c'est bien aussi. Voilà, donc c'est ça le socle conceptuel qui va conduire à un changement total de paradigme dans l'ensemble des politiques publiques. Il n'y a pas que le secteur social et médico-social. Le secteur sanitaire est impacté comme l'assurance maladie dès 1996 avec les ordonnances Juppé. Et la loi de 2002, en fait, elle a en son sein, prêt à être activé, je dirais, un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs qui relèvent totalement de cette logique que moi donc j'appelle logique néolibérale parce que je suis capable de donner une définition du néolibéralisme au regard de ces deux théories. Et donc voilà, le droit des personnes accueillies ou accompagnées, quand on parle du contrat de séjour, c'est à la fois quelque chose d'intéressant parce qu'on dit, au moins en théorie, on place la personne à égalité de droit avec l'organisme gestionnaire, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on inscrit la personne dans une chaîne qui est une chaîne de consommation et de concurrence qui est celle du New Public Management, la nouvelle gestion publique. En fait, c'est ça, le New Public Management. Voilà, donc c'est quand même important de souligner cette histoire-là, sachant que dans ce contexte-là, on a un positionnement de la puissance publique qui devient de plus en plus prégnant. Puisqu'à partir du moment où on organise un dispositif pour que le principal maîtrise le comportement de l'agent,
on a bien compris que le principal avait bien l'intention d'être le patron. Et ça renvoie à un sujet, je pense, dont vous avez dû parler hier, en tout cas, dont vous avez été entretenu hier après-midi, qui rejoint ce que disait d'ailleurs aussi Bertrand tout à l'heure et qui a fait écho assez fortement en moi, au regard aussi de l'analyse que je fais des politiques sociales. C'est la question du contre-pouvoir et c'est la question du rôle des associations dans le secteur en tant que corps intermédiaire. Dans la perspective du New Public Management, l'idée de corps intermédiaire, ça ne fait pas tellement rêver en fait. Voilà, donc je vous passe des choses que vous savez déjà, la création des ARS, la création de la CNSA, hein, qui est une sorte d'agence aussi, chargée de manière déléguée de prendre les décisions sur l'emploi des fonds de l'ONDAM, de l'assurance maladie. D'autres mesures du coup qui sont venues contraindre les opérateurs dans la vie quotidienne des établissements. En 2005, à l'occasion de la loi du 11 février, haro sur les CAT, qu'on transforme en ESAT. Et parmi les mesures que moi, j'ai pas bien comprises à l'époque, c'est la suppression de la possibilité pour le directeur des ESAT de pouvoir prononcer la sortie. Mais, on va le rassurer, ce pauvre directeur des ESAT malheureux, 10 ans plus tard, les autres directeurs d'autres catégories d'établissements seront mangés à la même sauce, puisque depuis 2015, à la suite de la loi ASV, en fait, plus aucun directeur d'établissement médico-social, en tout cas dans le champ du handicap, ne peut prononcer de sortie sans autorisation de la CDAPH, ce qui n'était pas le cas avant, il faut le souligner. Autre élément de prise de pouvoir par le principal, la confiscation totale de la planification, qui est intervenue en fait en 2 temps, 2001 avec la question de la conformité au schéma, et 2005 dans le champ du handicap avec le PRIAC. Donc on a superposition d'une maîtrise de la planification territoriale, catégorielle et financière. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage que les agences dans le champ du handicap n'ont strictement aucune marge de manœuvre, puisque de toute manière, les dotations globales, régionales, mais qui sont décomposables établissement par établissement, sont gérées au niveau de la CNSA. Sur la période qui vient de s'écouler, parce que là, je dis de manière plus large, les étapes du raisonnement, enfin les événements se sont passés de manière un peu plus espacée. On a vu se mettre en place progressivement un phasage, une concomitance de phases entre les durées des projets d'établissement, les durées des schémas, les durées des CPOM, des contrats pluriannuels objectifs et de moyens, et puis maintenant, la cadence des évaluations. Donc on est maintenant à 5 ans sur l'ensemble, ce qui veut dire qu'on a là un vrai dispositif, comme on les aime, de New Public Management, où on va pouvoir évaluer et fixer les objectifs, allouer les moyens, contrôler et sanctionner, si ça n'est pas respecté. Alors, quand l'évaluation a été mise en œuvre, 2007, même si elle était contenue dans dès la loi de 2002, mais le CNESMES n'a jamais fonctionné, donc il a fallu attendre la création de l'ANES en 2007 pour que ça fonctionne. L'évaluation, lorsqu'elle a été mise en œuvre, on était un certain nombre d'observateurs à se dire si la sanction de l'évaluation externe, la deuxième, celle qui précède la fin de l'autorisation des 15 ans, ça aussi il faut en parler, c'est la durée déterminée de l'autorisation alors qu'avant elle était indéterminée. Donc si l'évaluation peut venir sanctionner à l'échéance des 15 ans l'activité de l'établissement de manière négative, ça veut dire qu'il peut y avoir du coup impossibilité de bénéficier d'un renouvellement tacite d'autorisation, et donc il faut redéposer une demande de renouvellement d'autorisation qui est en fait un dossier d'autorisation. Et donc l'organisme gestionnaire s'expose à ce qu'on lui refuse l'autorisation. Donc 2017, il va peut-être se passer des trucs. 2017, 15 ans après, 2002. Et en fait, il ne s'est pas passé grand-chose en 2017, essentiellement parce que les administrations en charge de la régulation, les ARS, les conseils départementaux, les préfectures, ont été saturées par l'afflux massif et soudain, d'une certaine manière, quoique prévisible, des évaluations. Et puis parce qu'il n'y avait pas encore, je pense, véritablement encore d'ambition de recomposer, ça aussi c'est un mot à la mode, de recomposer le secteur. Il me semble qu'aujourd'hui, par contre, cette volonté, elle est quand même très clairement exprimée. Et donc, en 2017 plus 15, 2032, c'est ça, je pense qu'il va se passer des choses. Je pense que je serai encore dans le secteur à ce moment-là pour pouvoir en parler. Hélas, parce que j'ai commencé à travailler tard.
Voilà. D'autres choses se sont passées, des modalités alternatives de prise en compte du volume d'activité pour la tarification, avec le décret de 2017 sur les CEPOM, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une ARS ou un CD peut, dans le cadre d'un CEPOM, instituer un dispositif de mesure d'activité en file active notamment, qui est dérogatoire donc de la manière dont on apprécie le volume d'activité quand on fait de la tarification. Ce qui donc du coup veut dire qu'on peut avoir des ESAT qui seront en prix de journée, par exemple. C'est une possibilité. C'est pas neutre. C'est pas neutre. J'ai parlé du CEPOM. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le CEPOM, en ce sens que le CEPOM n'est pas un contrat, et que le CEPOM est un outil dont l'idée de principe n'est pas totalement inintéressante, dans la mesure où on peut faire confiance à des partenaires pour partager des objectifs et des évolutions de financement à moyen terme. Mais l'idée est viciée par principe, donc c'est un vice de conception totalement rédhibitoire, et je l'ai dit depuis le début, je l'ai écrit. À partir du moment où les financeurs sont tenus par le principe d'annualité budgétaire, ils sont par hypothèse dans l'impossibilité de s'engager sur des financements sur une durée pluriannuelle. Voilà, donc là, à partir de là, tout est dit. Alors le CEPOM en 2002 est facultatif, il va devenir obligatoire 15 ans plus tard. Et donc on a aujourd'hui une systématisation du CEPOM qui est en fait un outil de gestion de la pénurie. Il faut dire les choses clairement. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des moyens de lutter contre ça. Et surtout avec le contexte macroéconomique actuel où on a de l'inflation, où on a des difficultés de financement majeures, où il y a des problèmes de perte d'attractivité des métiers. On peut peut-être revenir à la tarification réglementaire et revenir devant le juge du tarif pour demander des sous. Bref. Je suis loin des droits des personnes, mais il faut comprendre que le droit des personnes ne peut vivre qu'en fonction de la structure. La posture professionnelle à l'égard des personnes n'est pas exclusive, comme le disait Bertrand, d'une analyse, d'une compréhension de la structure et donc des politiques sociales et de leurs outils. Renforcement du contrôle aussi depuis 2016 avec les obligations de déclaration des EIG. Renforcement de l'évaluation que j'ai évoqué il y a quelques instants et qui aujourd'hui aboutit à un dispositif très différent du premier. Le premier était un dispositif relativement empirique. Empirique parce que les gens étaient libres de choisir les items sur lesquels ils allaient être évalués. Empirique parce que la méthodologie elle-même était empirique. Ce n'était pas une méthodologie d'audit au sens sérieux du terme, je veux dire. Aujourd'hui, on a un dispositif très différent, qui est un dispositif qui réfère, pour ce qui est des compétences et du choix des auditeurs, à une norme ISO, qui est une norme ISO applicable aux audits de contrôle et d'inspection. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un évaluateur, en termes de garantie de compétences professionnelles pour faire ce qu'il a à faire, il est là, en termes de capacité méthodologique et de pertinence des constats et des résultats d'audit, et les inspecteurs de l'ARS, ils sont là, parce qu'eux, ils sont assujettis à rien. D'ailleurs, quand on voit leur rapport, on se dit qu'effectivement, ils sont assujettis à rien, mais ça se voit. Je dis ça, j'ai fait beaucoup de contentieux d'inspection, on en fait encore beaucoup aujourd'hui, donc des rapports, on en lit fréquemment, et on fait de l'assistance à l'inspection, notamment. C'est un sport intéressant. Et puis, bon, ce qu'il faut indiquer aussi, c'est que à partir du moment où on a un dispositif de contrat de séjour, c'est ce que je vous ai indiqué il y a un instant, en fait, on a un bénéficiaire des prestations qui est un consommateur. Alors, c'est pas une invention de la loi de 2002, c'est même pas une invention de la loi Hamon, ça a juridiquement toujours été le cas à partir du moment où on considère qu'il y a un contrat. Parce que dès l'instant qu'il y a un contrat entre la personne accueillie et l'organisme gestionnaire, on s'intéresse, on va dire, aux postures respectives des deux. D'un côté, on a un ensemble de professionnels qui ont acquis une compétence professionnelle, qui ont adopté une organisation à caractère permanent en vue d'exercer de manière itérative une activité. C'est ce qu'on appelle un professionnel dans le sens du code de la consommation. Et de l'autre côté, on a une personne qui bénéficie d'une prestation pour répondre à des besoins qui sont étrangers à son activité professionnelle. Ça s'appelle un consommateur dans le code de la consommation, et c'est la situation de notre personne accueillie ou accompagnée. Même dans le cadre des ESAT, Madame Jomelet. Voilà. Alors, d'autres événements plus récents sont intervenus pour modifier un petit peu le panorama, et ce sont des éléments de contexte importants. En tout cas, sur le plan juridique, la crise sanitaire du Covid a été un moment très important pour la reconnaissance des droits des personnes, parce que c'était un moment où on a, on va dire sans trop de vergogne, piétiné les droits des personnes.
L'administration centrale, le ministère de la Santé, la DGCS en particulier, ayant, mais vous l'avez vécu en tant que professionnel, diffusé tout un tas de consignes sous des formes documentaires assez variables, mais toutes très informelles et toutes dépourvues de valeur juridique, pour vous demander de faire des choses qui en fait n'étaient pas tellement graves, puisqu'il s'agissait de confiner les gens dans leur chambre, les empêcher de sortir et les empêcher d'avoir des visites. Et donc tout ça est allé dans le Conseil d'État, et le Conseil d'État a posé un certain nombre de principes très clairs, qu'il est intéressant peut-être de rappeler, même si aussi c'est un rapport avec le droit des personnes qui est quand même assez direct. Le Conseil d'État en fait a rappelé l'application de critères d'analyse, de raisonnement qui sont ceux de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ils ont dit la chose suivante. Certes, il y a une balance à opérer entre l'impératif de sécurité et l'impératif de respect de la liberté. Cette balance peut s'exprimer sous la forme d'une réglementation, de l'exercice d'une police des comportements, donc d'une atteinte à une liberté, d'une restriction. Mais pour que cette restriction soit valide, elle doit remplir plusieurs conditions. D'abord, elle doit être finalisée. C'est-à-dire qu'il faut que la nature de la restriction soit correspondante, en rapport avec l'objectif de protection. Deuxième condition, il faut qu'elle soit proportionnée. Autrement dit, pour protéger quelqu'un, on ne va pas utiliser un marteau, comme on utiliserait un marteau pour écraser une mouche, il faut que la mesure soit strictement proportionnée. Troisième critère, il faut qu'elle soit temporaire. Sinon, ça devient définitif. Et temporaire, ça veut dire qu'en fait, on doit réinterroger le bien fondé de la mesure très régulièrement pour être en capacité de la suspendre immédiatement dès qu'elle n'est plus strictement nécessaire. C'est comme l'emploi de la force en maintien de l'ordre, mais ça, il faut être gilet jaune pour l'avoir compris. Et en fait, dernière condition, la restriction de liberté ne peut être ni générale ni absolue. Donc elle est au cas par cas. Un directeur ne peut pas dire « Allez, fermeture des portes, confinement en chambre ». Ça, c'est pas possible juridiquement. Ça a eu lieu, On a tous été témoins du fait que ça a eu lieu. D'une manière ou d'une autre, on a d'ailleurs été tous plus ou moins acteurs de ça, pour des raisons qui sont au départ des raisons éthiques, c'est-à-dire liées à la volonté bienveillante de protéger les personnes, mais juridiquement, on était complètement en dehors des clous. Alors moi, j'attends de voir un peu ce que vont donner les contentieux sur le sujet, parce qu'il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup, je trouve, mais il va forcément en ressortir quelque chose. Et ça renvoie effectivement à la question de la participation, parce que les mesures restrictives l'ont souvent été sur le moment de manière unilatérale à la demande des ARS ou des CD, et mises en œuvre par des directeurs qui n'avaient pas le pouvoir juridique de le faire, alors qu'à minima, il aurait fallu modifier les règlements de fonctionnement. Et qui dit modifier les règlements de fonctionnement dit d'abord consulter les CVS. Et là, on est en plein sur notre question de la participation, au moins dans sa dimension collective. Deux derniers événements majeurs en termes de chronologie, me semble-t-il. L'édiction d'une définition juridique de la maltraitance, avec le nouvel article L119.1 que Alice Casagrande a porté sur les fonds baptismaux, et qui est intéressante parce qu'elle nous donne une lecture claire de ce que c'est que la maltraitance, et on voit notamment que le non-respect des droits des personnes fait partie de la définition de la maltraitance. Et enfin, dernier événement, qui est le plus récent et qui fut très médiatisé aussi, mais vous me voyez venir, sur la thématique du respect des personnes, c'est l'affaire Orpea, qui a livré son lot d'enseignements, et un que je retiens en particulier au regard de notre sujet, et ça va pas tellement vous surprendre, je pense. Je pense qu'à la suite de l'affaire Orpea, on peut dire que, au moins du strict point de vue formel, une mise en œuvre conforme des outils de loi de 2002 ne sert à rien. Orpea, c'est des gens qui avaient monté un modèle économique très efficace, mais formellement, ils étaient dans les clous. Donc il y avait des CVS, il y avait des contrats de séjour, machin. De toute façon, ils avaient des ressources internes et un service juridique qui avait bordé tout ça. Et en réalité, on a bien vu que les droits des personnes, c'était pas le sujet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le formalisme en tant que garantie des droits ne suffit pas. Et d'ailleurs, on va le voir plus tard, quand je parlerai d'une enquête réalisée par la NESM en 2014 sur une enquête qu'elle a réalisée sur le fonctionnement des CVS. Donc voilà un peu les rappels historiques auxquels je vais faire se succéder maintenant des considérations sur les déterminants actuels des évolutions du secteur. Je vais aller assez vite parce que vous les connaissez. Premier facteur d'après moi, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à une situation d'accroissement des besoins, qualitatifs et quantitatifs.
On le voit avec la reconnaissance de plus en plus systématique, notamment des personnes atteintes de TND. Mais on le voit bien sûr aussi avec les personnes âgées. On est aujourd'hui une société qui, en plus, est en tension du point de vue des enjeux de cohésion sociale, et donc les besoins sont, me semble-t-il, croissants. Dans ce contexte de croissance des besoins, me semble-t-il, on se situe à une époque où on caractérise encore une insuffisance de places disponibles en établissement ou service pour répondre aux besoins. Alors on peut discuter sur la reconfiguration des établissements et services, sur la mise en œuvre de dispositifs hors les murs. Enfin, je ne suis pas en train de défendre bec et ongle le château fort de l'établissement, hein, c'est pas ça. Mais on a de fait, me semble-t-il, au moins dans certains champs, quand on appelle champ, ce que j'appelle champ, moi, c'est les catégories d'établissements au sens de l'article 312.1, c'est-à-dire le champ du handicap, le champ des personnes âgées, le champ de l'exclusion sociale, le champ de la protection de l'enfance, etc. Je prends l'exemple par exemple du champ PH enfant au titre de l'inclusion scolaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Puis il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai aussi des remontées de terrain médico-sociales, mais aussi éducation nationale. Donc c'est très très rigolo. Non, c'est pas drôle du tout en fait, mais c'est très intéressant. Quand on regarde ça, quand on fait le tour du sujet, des problèmes, des insuffisances de moyens, de méthodes, de coopération, même s'il y a tout un tas de dispositifs, d'ailleurs qui ne s'articulent pas entre eux, enfin bon, c'est ça le sujet. On se dit que finalement, on a démonté les yeux des établissements médico-sociaux pour aller en école ordinaire, selon la logique de l'inclusion que je comprends et à laquelle j'adhère en tant que tel. Puisque l'idée, c'est de répondre aux besoins des personnes ou aux envies ou aux attentes des personnes. Et personne n'a envie d'aller vivre dans un établissement. Tout le monde préfère vivre chez soi, dans le milieu ordinaire de vie, dans la société. Mais finalement, on a déplacé les personnes accueillies ou accompagnées dans les écoles de référence, sans mettre les étayages nécessaires, et on met en place aujourd'hui des dispositifs qui sont des dispositifs, on va dire, d'activités dégradées ou allégées de ce qui se faisait dans les établissements médico-sociaux. Autrement dit, pour répondre aux besoins, il faudrait aujourd'hui aller au bout de la logique, c'est installer les établissements médico-sociaux dans les écoles. Bon. Donc si ce n'est pas une manière, notamment, de répondre de manière déguisée à un manque d'offres d'accompagnement dans les établissements médico-sociaux, indépendamment du fait que c'est aussi l'accompagnement en milieu ordinaire, je ne sais pas trop ce que c'est. Parmi les déterminants actuels, on a bien sûr la contrainte budgétaire. Elle a commencé dès 2002, la contrainte budgétaire, puisque la loi de 2002 a institué des dispositifs pour régler le problème de l'agence, mais les financements qui ont été mis en œuvre à partir de 2002 n'étaient pas nécessairement des financements qui couvraient ce qu'on appelle les coûts d'agence. Parce que, notamment, dans la théorie de l'agence de Jensen et Meckling, quand on met en place la solution qui est le contrat d'objectifs et de moyens, on génère des surcoûts. On génère des surcoûts, et ces surcoûts, on les mesure, et on les appelle, les économistes les appellent des coûts d'agence. Et bien là, les coûts d'agence, ils n'ont pas été financés. Le temps passé par les professionnels à faire les contrats de séjour, les règlements de fonctionnement, le temps passé à préparer, à participer aux évaluations, le temps passé à faire les diagnostics financiers et autres pour les fiches actions des CEPOM, tous ces temps-là n'ont jamais été financés. Donc on part déjà en déficit, je dirais, dès le 3 janvier, enfin le 4 janvier 2002, puisque la loi, vous le savez, publiée au JO du 3 et rentre en vigueur le lendemain, sauf dans les dom-toms où elle intervient le 5 janvier 2002, mais ça, aujourd'hui, on s'en fout complètement. Donc on a absence de prise en compte des coûts d'agence. Au-delà de ça, un renforcement, un développement d'un certain nombre d'activités non directement liées à la loi de 2002, mais qui là aussi sont importantes, les activités, et génèrent des surcoûts. Je pense notamment à la mise en œuvre des recommandations de bonne pratique professionnelle de l'ANESM. On parlait d'éthique tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y a des recommandations qui préconisent l'institution d'instances éthiques dans chaque établissement ou service. Ça fait d'ailleurs beaucoup écho à ce que disait Bertrand tout à l'heure quand il parlait de régulation. Parce que la régulation, de ce que j'en vois moi, mais vous me direz si je me trompe, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu en voie de disparition, faute de temps, me semble-t-il. En tout cas, la régulation qui consiste dans l'interrogation systématique a posteriori des pratiques telles que Bertrand l'a décrivait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas trop. Alors que quand j'ai débuté au milieu des années 90, ça m'est arrivé de présider des réunions de synthèse aussi, la régulation, ça existait un peu plus, me semble-t-il.
Mais il y a aussi tout ce qu'il faut, si je dois prendre d'autres exemples de surcoûts qui sont bénéfiques, qui sont liés à des activités bénéfiques, mais qui s'ajoutent dans une perspective d'amélioration de la qualité de l'accueil. On a la mise en œuvre, par exemple, de la circulaire de la DGCS de juillet 2021 sur la vie affective et sexuelle et l'accès à la parentalité. Où là, on vous demande de mettre en œuvre un dispositif sur la base d'une charte avec un référent, d'assurer des temps d'information des personnes. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont, à mon avis, extrêmement importants. C'est d'ailleurs assez intéressant de constater que la DGCS intervient sur le terrain technique, là. Elle n'est pas dans l'administration. Elle vous dit cliniquement, en gros, ce qu'il faut faire. Ce qui montre bien d'ailleurs quel est le niveau d'audace de l'administration centrale aujourd'hui sur les sujets du secteur. Mais bon, c'est manifestement utile, mais ça aussi, ça s'organise et ça se chiffre. La question budgétaire, elle est liée au fait que globalement, on vous demande, et on demande à tout le monde, en gros, de faire plus avec moins, pour deux raisons, dans le secteur médico-social. Alors, de manière macro, c'est lié aux orientations politiques de l'Union européenne et de l'État français en matière de réduction des déficits budgétaires. Je vous renvoie sur ce point d'ailleurs à l'institution, à la fin de l'année 2021, par une loi spécifique de ce qu'on appelle des lois de programmation des finances publiques. Si ça vous intéresse, alors je travaille dans un cabinet qui s'appelle Accence. Le cabinet Accence, il a un site internet. Sur le site internet, il y a un blog. Et sur le blog, il y a des posts que j'écris. C'est mon métier. C'est mon métier au sein du cabinet. Enfin, c'est mon principal métier. Et donc, il y a un post de fin décembre, du 29 décembre 2021, qui vous explique comment fonctionnent les lois de programmation des finances publiques. Et comment ça marche, c'est pas compliqué. Les objectifs de réduction des dépenses publiques sont fixés par la Commission européenne. Ils sont transmis aux États, qui doivent les intégrer. Alors, de préférence dans la Constitution. Ça, nous, ce sera une loi. C'est la fameuse loi de programmation des finances publiques, dans laquelle on fixe des taux de diminution des dépenses publiques par département ministériel ou par programme, parce que maintenant, on est depuis la LOLF géré par programme. L'idée étant qu'il faille réduire de 5% par an la dépense dès l'instant qu'on dépasse un déficit de 60% du PIB. Je vous rappelle qu'on est à combien ? 115 ou 120 aujourd'hui % du PIB. Alors, le tout sous peine de sanctions financières. C'est-à-dire que si on ne baisse pas systématiquement à cette hauteur-là, enfin à cette cadence-là, eh bien, la France est susceptible de payer des amendes extrêmement lourdes à l'Union européenne. Donc, voilà, il y a une politique qui est ce qu'elle est en matière budgétaire. L'Union européenne, avec ses qualités, a aussi ses défauts, me semble-t-il. Et notamment, ça se traduit par la perte de la maîtrise budgétaire nationale, ce qui veut dire donc la perte de la possibilité de conduire une politique économique et donc de l'articuler avec une politique sociale, tout simplement. Deuxième critère, au-delà donc du critère macro, c'est globalement la demande qui est faite à l'assurance maladie, en gros de maintenir le niveau de financement, enfin le niveau de prestation dans le champ PH, tout en augmentant l'offre dans le champ PA, mais à moyen constant. Donc là, forcément, on se doute bien que si le gâteau doit être coupé en plus de parts, les parts seront plus petites. J'en termine avec les histoires de financement pour passer à autre chose. Parmi les critères importants, me semble-t-il, des orientations politiques actuelles, on a bien sûr le développement de la notion de parcours, à la suite du rapport de Denis Pifto, Zéro sans solution, que vous connaissez. On pourrait en parler, mais je ne vais pas développer ça maintenant. De même que je ne vais pas développer non plus en détail ce qu'on appelle le virage inclusif, qui requiert qu'on porte une ceinture, parce que ça tourne. Mais il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus, aussi bien du point de vue positif que du point de vue d'un ensemble de craintes qu'on peut avoir. En tout cas, tous ces paramètres d'organisation, de financement, on va dire d'objectifs d'évolution dans les conceptions d'accompagnement aboutissent à la star actuelle qui est dans les pensées de tous les professionnels du secteur, qui est la fameuse recomposition de l'offre. La recomposition de l'offre, dont on va remarquer qu'elle renforce les exigences de mutualisation, qu'elle s'accompagne d'une évolution des formes de tarification. Et je prends deux exemples choisis à dessein pour vous alerter. La première, alors l'alerte va vous paraître bizarre parce qu'on pourrait considérer que c'est bien, mais je pense qu'au premier degré c'est bien, mais vous avez vu la mise en place du forfait soins PH Facili Soins par exemple, j'imagine.
C'est d'une certaine manière une façon, on va dire, de sortir des budgets des établissements une part du financement qui correspond à leurs activités ou à leurs activités d'accompagnement à la santé, en tout cas. Donc c'est une manière, en gros, on va dire, à la fois de conserver la définition des missions, parce qu'on n'a pas modifié les définitions des missions dans les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement, mais en sortant la question du soin, sachant qu'on peut la réintégrer aussi si on veut, en disant mais non, mais c'est un tout compris, monsieur, le prix de journée, donc il faut que vous payiez. Le plus important, me semble-t-il, le plus inquiétant, là pour le coup j'ai des inquiétudes très claires que je pourrais expliquer, qui sont expliquées sur ce fameux blog dont je vous parlais, c'est la mise en œuvre de Séraphin PH dans le champ du handicap. Séraphin PH, qui est un projet, une équipe projet qui travaille sur les réformes de la tarification depuis les 2 rapports Vacher-Janet, dont le premier seulement a été publié, pas le deuxième. Le premier disait des choses qui pouvaient être entendues par le grand public, le deuxième apparemment pas. Séraphin PH est un groupe projet qui est élaboré, qui expérimente aujourd'hui auprès de 1200 établissements et services en France, un dispositif de financement qui est un dispositif de tarification à l'activité, comme dans le sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on décompose la délivrance des prestations et qu'à chacune des prestations, on va faire correspondre un prix, qui sera le tarif que recevra l'établissement ou le service prestataire. Jusque-là, il n'y a rien de scandaleux. On pourrait même se dire, youpi, à partir du moment où ces dispositifs sont amenés à fonctionner de manière sincère, bah, ça veut dire qu'en fonction de la nature des prestations, du nombre de personnes qu'on va accueillir, parce qu'on du coup on pourrait presque décorréler du nombre de personnes accueillies, eh bien, on a un financement qui couvre véritablement les besoins liés à l'exercice normal de l'activité, pour reprendre le critère traditionnel du juge du tarif. Et la difficulté, c'est qu'en fait, la fixation des tarifs est assurée ou sera assurée par un travail algorithmique et mathématique caché de la vue de tout le monde au sein d'une agence d'État qui s'appelle l'Agence technique pour l'informatisation de l'hospitalisation, la TIH, sur la base de ce qu'on appelle des études nationales de coûts. Donc on fait à un moment donné des photos des activités des établissements et services, on rentre tout dans une boîte noire, on secoue le shaker, dans quel sens on ne sait pas, et à la sortie on vous dit ben voilà, prise en charge en CHRS, sur tel volet de la prise en charge, le tarif c'est tant. On ne sait pas comment il a été calculé. Les définitions des prestations sont un petit peu précises dans les nomenclatures Séraphin, mais pas trop. Et bien sûr, il n'y a aucune possibilité pour l'organisme gestionnaire de critiquer le montant du prix. Parce que dans ce système-là, il n'y a plus de contentieux du tout de la tarification. Déjà que ces pommes, il n'y en avait quasiment plus. Et avec le Séraphin PH, il n'y en aura plus du tout. Donc là, il y a un vrai souci. Et le souci, il se double d'un autre souci qui est lié à la manière dont les organismes gestionnaires et c'est naturel s'adaptent. C'est-à-dire que pour ne pas se retrouver en difficulté financière, ils vont définir eux-mêmes très concrètement la consistance et donc le prix des prestations correspondant au catalogue de nomenclature. Autrement dit, de mon point de vue, on va aboutir à une situation dans laquelle, potentiellement, c'est la dégradation du service qui est au rendez-vous. Pour vous indiquer à quel point Séraphin PH est, de mon point de vue, une hypocrisie, et je pèse mes mots, c'est que, normalement, on a un système de financement qui est dit mixte ou hybride, c'est-à-dire que certains coûts, on va dire, qui sont considérés comme stables ou comme invariants, feront l'objet d'une forme de dotation ou d'un forfait. Et puis ensuite, on a des actes, des tarifs pour chaque activité. Figurez-vous, et je le sais de source sûre parce que j'ai des petits camarades qui traînent au groupe technique national, au GTN de Séraphin PH, que dans la dernière enquête nationale des coûts, la TIH a fait le constat, alors personne ne sait comment ils l'ont fait parce que ça paraît tellement délirant, on fait le constat que, en dépit de la variation de la nature des activités et de la forme des accompagnements, les tarifs de nomenclature accompagnement étaient tous les mêmes. Donc vous allez m'expliquer que la personnalisation de la prise en charge dans un CMPP, c'est exactement le même coût que celle dans une masse ou dans un IME ou dans un CHRS. Voilà, ça vous donne une idée de la pertinence technique du travail de la TIH. Donc je vous encourage vivement à lutter contre Séraphin PH, si vous pensez que c'est là votre intérêt. Autre critère d'évolution, l'autodétermination. On pourrait avoir un débat, je crois, là-dessus, qui serait assez intéressant et assez riche, mais je n'aurai
pas trop le temps non plus, parce que là, je vais vous faire la journée sur le secteur, sinon. Hein. Un point qui me paraît après saillant, j'ai beaucoup travaillé notamment sur la question des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, donc je me suis intéressé à ces sujets-là, c'est le recours croissant à ce qu'on appelle les dispositifs. Les dispositifs qui sont des manières d'intervention, mais qui ne correspondent pas à des autorisations et à des tarifs. Je raisonne. Alors là, on est loin hein, des considérations sur le pouvoir d'agir des personnes. Hein, Bertrand, il ne faut pas m'en vouloir. Mais normalement, un établissement ou un service, il a une mission. Il a des moyens pour remplir cette mission et il essaie de la remplir le mieux possible. Jusqu'à une période assez récente, en fait, l'action sociale et médico-sociale était mise en œuvre donc, par des établissements et des services qui avaient des missions, des financements, et qui essaient de le faire le mieux possible. Et on voit apparaître depuis, je dirais, une dizaine d'années, ça a commencé surtout du côté des conseils départementaux, me semble-t-il, avant que ça devienne une habitude aussi étatique. On a vu apparaître ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt, des AMI, qui sont des formes de mise en concurrence sur la base de projets qui sont émis par les pouvoirs publics, afin de mettre en place ce qu'on appelle des dispositifs, c'est-à-dire des modalités d'intervention qui transcendent effectivement les catégories d'établissement et les catégories de financement. Alors c'est très bien parce que ça permet de construire des trucs agiles, souples, modulables, déplaçables, polycompétents, enfin... Ça donne une dimension matricielle à l'intervention médico-sociale qui n'est pas inintéressante. Mais ça veut dire aussi que du coup, la définition des besoins, au sens de la définition des modalités de réponse à la commande sociale, n'appartient plus aux professionnels, mais appartient au pouvoir public. Et là, ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure aussi a fait très fortement écho en moi quand il a parlé de l'expérimentation. Je suis intimement convaincu que ce qui fait la nature propre du secteur social et médico-social, c'est l'expérimentation. Avant la loi de 75, le secteur social et médico-social existait déjà. Au Moyen-Âge, le secteur social et médico-social existait déjà, et même dans l'Antiquité, il existait déjà. La loi de 2002 n'a fait à un moment donné qu'unifier, sous forme de catégories juridiques, des interventions, des modes d'intervention à l'égard de publics donnés, parfois selon des modalités d'intervention données qui préexistaient, qui avaient été inventés par des professionnels et des bénévoles motivés pour répondre aux besoins et attentes des personnes. Et aujourd'hui encore, on voit, ça a été évoqué tout à l'heure, mais je pourrais donner d'autres exemples parce que j'en vois passer au cabinet, on voit des formes d'intervention, soit expérimentales, soit plutôt innovantes, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans une forme de, qui s'inscrivent en réponse à un besoin qui correspond à une catégorie juridique bien connue, mais la technique, la méthode employée pour l'accompagnement pluridisciplinaire, elle est nouvelle. Et donc l'expérimentation continue à exister. Et ne serait-ce que pour cette raison-là, me semble-t-il, il est déraisonnable, pour ne pas dire imbécile, de vouloir calquer l'organisation et le fonctionnement du secteur social et médico-social sur les standards d'organisation et de gestion et de régulation publique qui sont celles du secteur sanitaire. Je pourrais développer ça beaucoup plus avant si vous voulez, parce que l'expérimentation n'est pas le seul critère, mais pour moi, c'en est un important. Olivier, à nouveau j'ai le mauvais rôle, je suis navré de mettre du temps. Je vous propose peut-être quelques mots de conclusion pour qu'on puisse ensuite aller déjeuner. Vous me donnez combien de temps ? 5 minutes. 5 minutes ? 5 minutes. Alors, d'autres caractéristiques impactent aujourd'hui le contexte, le renforcement des partenariats, la promotion des rôles de coordination, la numérisation des données, l'inclusion scolaire et professionnelle, l'habitat inclusif. Donc j'avais beaucoup de choses à dire que je ne dirai pas, et donc je vais m'intéresser maintenant aux droits des personnes, mais de manière rapide, parce que j'étais trop long pour mon introduction, on m'a dit banco sur le temps, donc moi je me suis laissé aller, excusez-moi. Pour parler des dispositifs de participation des personnes, il faut aujourd'hui considérer la différence entre la participation individuelle et la participation collective. Pour ce qui est de la participation individuelle, qui est celle au contrat de séjour, ou au DIPC, enfin c'est la même chose, et au projet individualisé, le cadre juridique, me semble-t-il, est à peu près adéquat. Ce qui est questionné, ce qui est questionnable, c'est la manière dont on fait vivre les aptitudes à la participation de la personne sur son projet. Et là, on se heurte à une difficulté qui est intrinsèquement celle du secteur à propos des personnes vulnérables, en fonction de la cause ou des symptômes de leur vulnérabilité.
c'est la capacité de volition, la capacité cognitive. Et en fait, le sujet qui se pose à chaque fois, c'est est-ce que la personne en face de moi est en mesure, après que j'ai fait les efforts d'adaptation pour expliquer les choses de manière adaptée, est-ce qu'elle est en mesure de comprendre les termes des choix qu'on lui propose? Dans le pire des cas, parce que normalement, là, on devrait commencer par dire est-ce que la personne est en état de dire ce qu'elle veut? Et puis on va l'écouter, déjà. Mais dans des situations de complications cognitives, est-ce qu'elle est en mesure de comprendre les termes du choix qu'on lui propose? Est-ce qu'elle est capable d'envisager ce que seront les conséquences de ses choix? Et donc là, problème intrinsèquement lié au handicap, dans certains cas. Effort à faire sur les modalités d'explication de manière adaptée. Et puis après, on a un vrai problème, qui est un problème structurel, et qui ne dépend pas du secteur médico-social, mais qui dépend du ministère de la Justice. C'est l'insuffisance structurelle des moyens de mise en œuvre de dispositifs alternatifs de protection des personnes majeures, y compris avec l'habilitation familiale. Je pourrais développer s'il le fallait, mais ça pose un vrai souci. Pour ce qui est de la participation collective, en revanche, c'est les CVS. Eh bien, pour les CVS, je pense que le constat qu'on peut faire, c'est le constat que tout le monde fait, hein. C'est que globalement, ça ne marche que si l'organisme gestionnaire et le directeur ont envie que ça marche. Il y a bien sûr des limitations qui sont liées au fait que tout le monde n'est pas nécessairement candidat pour participer et se présenter. Il y a des difficultés qui sont liées au fait, et c'est un point à mon avis saillant aujourd'hui, qui a d'ailleurs été relevé il n'y a pas très longtemps par la HAS, que les personnes qui participent au CVS, notamment les représentants des personnes accueillies ou accompagnées, n'ont pas de formation. Ce serait quand même utile de les accompagner pour leur permettre de jouer à plein leur rôle, ne serait-ce que pour leur donner le culot, l'audace de s'exprimer librement et de dire des choses clairement. Il y aurait des critiques à faire sur la composition des CVS, même actuels, et notamment sur la question de la présence des représentants des familles, puisque moi je considère pour ma part que si le but du jeu c'est de donner aux personnes l'expérience d'une vie autonome, ça veut dire que dès l'instant qu'elles en ont la capacité en termes de volition à 18 ans, elles ne sont plus tenues de faire comme papa et maman disent. Et ça pose des problèmes dans le secteur occupationnel. Ça peut poser des problèmes de manière un peu différente, mais analogue en termes de problématiques sur les EHPAD. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure à propos de ce qui va se passer demain? Il y aura, à mon avis, deux choses auxquelles il faut se préparer. On va avoir un renforcement de la posture de consommateur, qui est lié aux évolutions actuelles du secteur, mais que je pourrais développer encore, notamment sur les questions du type renforcement de la solvabilisation à la source des accompagnements, parce que là, du coup, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment acteur de la dépense de son argent, avec éventuellement son gestionnaire de cas. On voit bien dans l'habitat inclusif aujourd'hui que le secteur médico-social a été évacué, et donc il n'a plus, dans le schéma habitat inclusif, au sens du rapport Pifso-Wolfrom, il n'a plus la possibilité d'être le patron technique des interventions. C'est quelqu'un d'autre, c'est la personne 3P, c'est-à-dire en gros un bailleur social. Donc il y a des choses qui bougent, il y a des lignes fortes qui bougent là-dessus. Et pour ce qui est ensuite, et pour terminer, des droits des personnes en tant que telles, on a aujourd'hui une tendance très forte qui se dessine, qui n'est pas encore actée, mais qui se dessine à la sanitarisation du fonctionnement des CVS, en calquant leur mode de fonctionnement sur le mode des commissions des usagers du sanitaire, avec en perspective le fait que les CVS soient composés de représentants des personnes qui viendront de l'extérieur, qui auront une autorisation d'absence de leur travail, qui auront un badge d'accès, une place de parking. Donc on aura des représentants d'associations agréées, exactement comme dans le sanitaire. Donc les gens qui vivent au long cours dans les établissements ne seront plus représentés par des pairs, enfin ne seraient plus représentés par des pairs. Ça pour moi c'est inquiétant. Et puis, par ailleurs, l'enjeu va être, à mon sens, et je rejoins aussi ce qui a été dit tout à l'heure, et c'est un peu le point de conclusion que je propose, j'en aurais d'autres à vous proposer, mais c'est finalement le constat que le respect des personnes passe d'abord par la reconnaissance et surtout d'une possibilité effective d'accompagnement. Aujourd'hui, juridiquement, il y a des débats. Est-ce que le droit pris en charge est un droit fondamental? La Cour de cassation dit oui, le Conseil d'État dit non. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'une personne vulnérable, en mesure de bénéficier des accompagnements
peut le faire et peut exiger de le faire, parce que c'est un vrai droit de créance, c'est un vrai sujet. L'autre vrai sujet, me semble-t-il, donc c'est le sujet que j'évoquais en écho, c'est la question du contre-pouvoir. C'est-à-dire que dans une organisation de l'action sociale et médico-sociale qui est très clairement néolibérale, le contre-pouvoir, à mon sens, s'exprime par le lobbying, y compris contentieux, à l'américaine. Et qu'aujourd'hui, les personnes accueillies ou accompagnées ne sont pas organisées ni outillées pour ce faire. Et si les choses doivent évoluer dans ce sens-là, il me semble qu'elles le devraient dans l'intérêt des personnes, faute de mieux, vu les caractéristiques du dispositif. Ça veut dire aussi qu'à terme, me semble-t-il, la position des associations de défense des droits qui sont en même temps gestionnaires d'établissements va devenir assez compliquée à tenir. Voilà. Donc voilà un panorama trop rapide. Je vous prie d'excuser le temps pris parce que je pense que j'ai mal dosé mon temps, pensant qu'effectivement j'avais peut-être plus de temps qu'en réalité. Je suis bien sûr à votre disposition pour vos questions, bien sûr sur le contexte que j'ai évoqué pas mal, mais surtout sur le sujet lui-même, si vous avez des questions sur les déterminants juridiques de la participation juridique individuelle ou collective dans les établissements et les services.